Mes parents m'ont regardé dans les yeux et ont dit, nous aurions souhaité que tu ne sois jamais né. Ces mots ont coupé plus profondément que n'importe quelle lame. Ma poitrine brûlait, mais je me suis tenu droit. Je les ai regardés et j'ai dit, si tel est votre souhait, alors considérez que je n'ai jamais existé. Puis je suis sorti. Mes pas ont résonné comme des coups de feu dans le silence. 30 minutes plus tard, toute la fête a paniqué. Mon téléphone s'est illuminé avec 36 appels manqués des mêmes personnes qui venaient de m'effacer. Je m'appelle Ryder Blaze. Et voici l'histoire de la façon dont j'ai été brisé, effacé, puis reborn. Je suis sur le point de partager quelque chose de très cher à mon cœur. Mais avant de le faire, pouvez-vous dire bonjour dans les commentaires ou me dire d'où vous venez? J'adore savoir jusqu'où mon histoire voyage. C'est toujours bon de savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Et si mon histoire résonne en vous, veuillez considérer de vous abonner à cette chaîne. Parfois, il suffit de savoir que quelqu'un se soucie, et votre soutien m'aide à continuer de dire la vérité. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, la ligne d'horizon de Chicago encadrée par la fenêtre de mon petit appartement de South Slope. La ville semblait déjà vivante, l'acier et le verre, attrapant les premières lueurs de la lumière. Aujourd'hui devait être mon jour. Le jour où des années d'épuisement, des nuits interminables au bureau et des sacrifices incessants allaient enfin signifier quelque chose. Je me suis dit de ne pas penser à l'argent, de ne pas penser aux factures que je payais et qui n'étaient pas les miennes, de ne rien laisser gâcher l'éclat de ma remise de diplôme de maîtrise en administration des affaires. Mon téléphone a vibré avant même que je n'entre sous la douche. Un message de maman, n'oublie pas, laisse Avery s'asseoir au milieu. Tes invités peuvent prendre la table d'appoint. 10 secondes plus tard, papa a ajouté, ne te vante pas de ce projet d'1 million de dollars. Ça semble arrogant. Je suis resté là à regarder l'écran, la vapeur remplissant la salle de bain, ma poitrine se serrant. Même le jour de ma fête, le centre appartenait à quelqu'un d'autre. Quand je suis entré dans la cuisine, Elliot était déjà là, appuyé sur le comptoir avec 2 cafés. Il avait un sourire aux lèvres, ce même sourire inébranlable qu'il portait depuis le lycée. C'est ton jour, Ryder. Ne laisse personne te le voler. Il m'a tendu la tasse. J'ai forcé un sourire, mais mon estomac s'est tordu. Sur le campus, des ballons flottaient dans l'air de juin. Des professeurs en toge sombre se serraient la main. Des familles applaudissaient, et mon nom a été appelé. Le professeur Holt m'a serré dans ses bras, me murmurant, « Tu es l'un des esprits les plus vifs que j'ai jamais enseignés. Ne l'oublie pas. » À la réception, Colin m'a tapé dans le dos, sa voix portant au-dessus de la foule, « Tu as sauvé cet accord quand personne d'autre ne le pouvait. Ce soir, nous buvons à cela. » Leur fierté en moi était vraiment palpable. Pourtant, quand j'ai vérifié mon téléphone, il a vibré de nouveau. Cette fois, une notification du restaurant, le dépôt avait été ajusté. 2 tables supplémentaires ajoutées à la demande de la famille. Je n'avais pas approuvé cela. Ma carte avait été débitée quand même. En fin d'après-midi, je me tenais sur le pont surplombant la rivière Chicago, l'eau clignotant en vert sous le soleil. J'ai ouvert mon carnet en cuir et j'ai écrit, « Je ne veux plus être utilisé. Je veux être vu. » J'ai refermé la couverture alors que mon téléphone vibrait une fois de plus. Cette fois, c'était Avery. Son message disait, « Il faut qu'on parle ce soir. C'est important. » De retour à la maison, j'ai vérifié le plan de table que le restaurant avait envoyé. Mes amis, mes collègues, les personnes qui m'avaient soutenu étaient repoussées à l'extrémité de la salle près de la cuisine. Le côté de la famille de mes parents occupait le centre. Le nom d'Avery était écrit en gras sur la table principale. Mon propre nom semblait être une pensée après coup. Pendant une seconde, j'ai pensé tout annuler, mais ensuite j'ai ouvert l'enregistreur vocal de mon téléphone. S'ils essayaient de m'humilier, s'ils m'effaçaient encore devant tout le monde, j'aurais une preuve. J'ai appuyé sur enregistrer et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Alors que le soir tombait, la ville s'est illuminée de phares ambrés rampant sur Michigan Avenue. J'ai boutonné ma veste de costume, me suis regardé dans le miroir et me suis dit, ce soir, ils me verront. Pourtant, le message d'Avery clignotait sur mon écran comme un pouls que je ne pouvais ignorer. La marche à travers le campus avait remué quelque chose que j'essayais de cacher, des souvenirs du moment où j'ai réalisé pour la première fois que j'étais invisible.
Nippville, Illinois, un quartier tranquille où les pelouses étaient tondues et les maisons se ressemblaient toutes. Mais à l'intérieur de la mienne, les règles n'étaient jamais les mêmes pour les deux enfants. À 15 ans, je venais de gagner le championnat d'État de mathématiques de l'Illinois. Je suis rentré à la maison avec la médaille encore chaude contre ma poitrine. Papa l'a à peine regardé avant de se tourner vers le voisin, souriant. Avery est déjà en train d'écrire ses essais pour la pré-médecine. Elle sera médecin, la fierté de cette famille. La médaille aurait aussi bien pu être en plastique. Puis vint ma fête d'anniversaire. Des ballons, un gâteau feuille sur la table. Des amis de l'école se pressaient dans notre petit salon. Je me suis penché, prêt à souffler les bougies quand j'ai remarqué le glaçage sur le dessus en lettres rouges vives, joyeux anniversaire, Avery. Mon nom était serré dans le coin comme une pensée après coup. Mes amis ont ri, pensant que c'était une sorte de blague. J'ai ri aussi, même si quelque chose en ma poitrine se brisait. C'était Elliot à l'époque, juste un autre gamin maladroit du club de mathématiques qui s'est penché vers moi pendant la fête et a murmuré « Tu n'as pas besoin de leur permission pour briller ». Je ne savais pas alors à quel point je m'accrocherais à ces mots. Un après-midi d'été, en aidant papa à ranger des cartons dans le garage, je suis tombé sur un dossier intitulé Fonds universitaires enfants. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant. Chaque poste, chaque retrait était marqué pour Avery, cours préparatoire, frais de laboratoire, consultant en candidature. Le solde était presque épuisé. Mon nom ne figurait sur aucune page. Quand maman m'a remarqué tenant le dossier, elle l'a arraché. « Tu es l'aîné », a-t-elle dit sèchement. « Tu iras en finance. Tu feras de l'argent rapidement. Ta sœur en a plus besoin. » Les mots ont coupé profondément, se logeant comme des échardes que je n'ai jamais pu retirer. J'ai rangé la médaille de mathématiques dans une boîte à chaussures sous mon lit, à côté de vieux cahiers et de crayons. Elle est restée là à prendre la poussière tandis que les prix de biologie d'Avery tapissaient la cheminée. Au dîner de famille, chaque histoire revenait à elle. Je suis devenu le personnage de fond dans ma propre maison. Des années plus tard, je comprendrai que le fonds universitaire était censé être pour nous deux. Il avait été vidé bien avant que je ne postule pour des écoles. C'est pourquoi j'ai dû travailler dans un café, pourquoi j'ai rempli des demandes de bourse au milieu de la nuit, pourquoi j'ai appris à survivre avec des nouilles instantanées tandis que les frais de scolarité d'Avery étaient couverts sans question. Je me souviens encore de la façon dont tante Janet m'a pris à part une fois, sa voix basse, « Ne dis pas à ta maman que j'ai dit ça, mais ils ont déjà décidé de ton chemin il y a longtemps. » Elle m'a serré l'épaule avant de s'éloigner, me laissant avec la vérité que je n'étais pas prêt à affronter. Ma vie avait été écrite pour moi, et je n'étais jamais destiné à occuper le devant de la scène. Quand maman a ensuite rangé ce dossier dans la boîte et a claqué le couvercle, j'ai su que ma route serait toujours en montée. On me demanderait toujours de donner tandis qu'Avery était destiné à recevoir. J'ai choisi l'économie parce que c'était pratique et rapide. Obtenir mon diplôme tôt, trouver un emploi, avoir mon propre logement, cesser d'être un fardeau. Tel était le plan. À Urbana-Champaign, j'ai appris à vivre modestement. Un matelas sur le sol, un bureau récupéré, un calendrier couvert de quarts de travail. Lundi, mercredi, vendredi, j'ouvrais le café du campus à 5 heures du matin, l'air sombre sentant le café et l'eau de Javel. Les mardis et jeudis, je tapais des numéros de dossiers dans un cabinet d'avocats jusqu'à minuit, les doigts engourdis par le bourdonnement fluorescent. Chaque mois, j'envoyais de l'argent à la maison pour aider avec les dépenses de la maison. Au début, ça faisait du bien, comme une preuve que j'étais utile. Puis c'est devenu attendu, puis requis, puis invisible. Quand mon premier chèque de paie est arrivé, j'ai pris le train pour un grand magasin et j'ai acheté à maman une écharpe douce grise que je l'avais vue admirer dans un catalogue. Je l'ai emballée moi-même et j'ai écrit un mot disant qu'un jour je pourrais faire plus. Cette nuit-là, papa a envoyé un message, ce mois-ci, Avery a besoin d'un nouveau kit d'anatomie. Peux-tu transférer un peu plus ? Aucune mention de l'écharpe. Aucune mention de moi. J'ai effectué le transfert, je me suis tenu à l'arrêt de bus dans le froid et j'ai regardé mon souffle quitter mon corps. Les demandes prirent un rythme, toujours urgentes, toujours à la dernière minute. Ils ne libéreront pas son créneau de laboratoire à moins que nous ne payions aujourd'hui. Il y avait des frais imprévus pour les heures cliniques. La facture d'électricité était en retard. J'ai appris à déplacer de l'argent entre les comptes comme du sable à travers un point. Chaque fois je me disais, c'est la dernière urgence, chaque fois une autre arrivait.
Avery et moi parlions dans l'espace étroit que les frères et sœurs se créent quand le climat familial est mauvais. Elle appelait tard après les laboratoires, épuisée et reconnaissante, me parlant d'un professeur qui se souvenait enfin de son nom, d'un patient qui l'avait fait pleurer de la meilleure et de la pire des manières. Elle ne demandait jamais d'argent directement. Cela venait toujours par maman ou papa. Cela rendait plus facile de prétendre que nous étions dans la même équipe, que j'investissais dans notre avenir, qu'un jour il y aurait un décompte où tout cela serait vu et compté. Elliot est devenu mon point de contrôle. Il me trouvait derrière la machine à expresso après une double shift et me glissait un sandwich chaud sur le comptoir. « Tu brûles de l'intérieur, mec », disait-il. Je lui ai dit que j'allais bien. Je le disais si souvent que ça semblait vrai. Plus tard, dans ma chambre silencieuse, le chauffage au sol faisant un tic-tac, j'ai ouvert une feuille de calcul vierge et tapé un titre que je ne voulais pas voir, Grand livre, famille. J'ai commencé à lister chaque transfert, chaque facture que je couvrais, chaque fois que je sortais d'une impasse due à un délai manqué par quelqu'un d'autre. Les chiffres s'alignaient comme une confession. Je gardais les fichiers synchronisés sur mon téléphone, une comptabilité secrète de l'amour que personne d'autre ne voulait équilibrer. L'été précédant ma dernière année, les appels se sont transformés en alarmes. Le premier prêt étudiant pour le prochain trimestre d'avril a rencontré un problème quelques heures avant la date limite. La voix de maman tremblait au téléphone, ils ont besoin d'un garant pour quelques semaines seulement, le temps que les papiers de papa soient clairs. Ce n'est rien. J'ai signé la garantie depuis un ordinateur de bibliothèque, le cœur battant, me disant que c'était temporaire. Quelques mois plus tard, un représentant bancaire a appelé pour confirmer la prolongation de la garantie sur un prêt restructuré. Mon nom figurait en gras. J'ai regardé le plafond après l'appel, les pales du ventilateur s'estompant. Nous avions convenu que ce serait temporaire. Nous avions promis que mon nom serait retiré. Ce soir-là, Avery a envoyé un message, je pensais qu'ils avaient retiré ton nom. Je suis désolé. Je l'ai cru. Je ne voulais pas de méchants. Je voulais une famille qui tenait parole. J'ai obtenu mon diplôme, trouvé un poste d'analyste junior à Chicago, emménagé dans un appartement à peine assez grand pour se retourner, et j'ai réappris à respirer. La ville m'a offert des repères sur lesquels m'appuyer. J'ai travaillé, j'ai gravi les échelons, je me suis rendu utile dans des lieux qui me remarquaient. L'argent envoyé à la maison a continué. Il le faisait toujours. Quand la compagnie m'a promu en stratégie et que j'ai finalement vu une voie à suivre, j'ai appelé à la maison pour partager la bonne nouvelle. Maman a demandé des nouvelles de la préparation d'Avery pour l'examen de certification. Papa a demandé quand je pourrais avancer les frais d'examen, et nous réglerons plus tard. Plus tard n'est jamais venu. L'écharpe que j'avais achetée pour maman est apparue sur une photo de famille sur la cheminée derrière Avery à Thanksgiving. Non pas sur les épaules de maman, mais sous un vase en cristal, un accessoire, un élément de décor. Je cherchais un sens là où il n'y en avait pas. Ce n'est qu'une écharpe, me disais-je. Ce n'est que de l'argent. Ce n'est que le rôle que tu joues jusqu'à ce qu'il réalise que tu es plus que ce rôle. Au moment où j'ai postulé pour le programme de maîtrise en administration des affaires, j'avais appris le langage de la crise. Je négociais des contrats avec des fournisseurs le jour et négociais avec mon propre sang la nuit. Quand j'ai été accepté, j'ai payé le dépôt avec un rire qui ressemblait à une toux. J'ai emballé ma vie dans 3 cartons, me suis dit que le diplôme changerait la donne, et j'ai déménagé dans le South Slope. Des années plus tard, le matin de la cérémonie de remise des diplômes, maman a envoyé une invitation à un événement du calendrier intitulé Planification avant le dîner. Elle est apparue sur mon écran avec l'efficacité froide d'un logiciel de bureau. Quand je l'ai ouverte, le plan de table était déjà décidé. La table principale était centrée pour Avery et le côté maternel, la table de débordement était désignée pour mes collègues près du hall de service. Nous avons arrangé un siège d'honneur pour ta sœur, a écrit maman, comme si j'avais demandé. J'ai fixé l'invitation, puis le fichier grand livre, famille qui brillait dans mon doc. Pendant une longue minute, je n'ai rien fait. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai noué ma cravate. S'il me poussait à nouveau aux marges ce soir, je devais savoir ce que je ferais quand je n'aurais plus de marge. Le restaurant dans le Lop ressemblait à une carte postale d'une vie que je croyais désirer. Chaleureux, lumineux, jazz discret, verre en cristal qui captait le souffle de la pièce. Elliot marchait à côté de moi, me cognant l'épaule exprès, comme il le fait quand il sent que je m'égare.
Le professeur Holt est arrivé dans une robe bleu marine et m'a serré dans ses bras. Colin a fait signe depuis le bar, son sourire assez lumineux pour dégager un chemin. Pendant une brève seconde, la soirée a semblé pure. Puis mes parents sont apparus avec le sourire étudié d'autres qui connaissent le scénario. Ils m'ont serré doucement et ont pivoté brusquement, entraînant Avery comme une pièce maîtresse. « Voici notre Avery », a dit maman au professeur Holt. Elle sauve des vies. Papa a serré la main de Colin et a demandé ce que c'était de travailler avec quelqu'un qui est assis à un bureau toute la journée. J'ai avalé le goût du métal. J'ai jeté un coup d'œil au plan de salle que le maître d'hôtel avait placé sur le pupitre. La table centrale brillait sous un anneau de lumière suspendu. Le nom d'Avery était inscrit au milieu à côté de celui de ma mère, entouré d'un demi-cercle de proches. Mon propre nom était imprimé à une table de coin près de la porte de la cuisine, celle qui soufflait de la vapeur et du tintement à chaque fois qu'elle s'ouvrait. Mes amis, des personnes qui s'étaient battues pour moi et avec moi, y étaient également assignés. Quand nous avons pris nos places, un collègue que j'admirais a demandé à mes parents s'ils étaient fiers. Le sourire de maman était mince. « Il est bon avec les chiffres », a-t-elle dit. Mais Avery, elle sauve des gens. Colin a levé son verre et a commencé à parler de l'affaire que j'avais sauvée au printemps. Comment elle avait empêché une entreprise de s'effondrer, comment elle avait sauvé les emplois d'un millier de familles. Papa a coupé poliment. C'est son travail, a-t-il dit. Ce n'est pas la même chose. La table a absorbé le jugement comme un déversement. J'ai continué à respirer. Je me suis dit de me souvenir de la rivière, du journal, de la promesse que je m'étais faite quelques heures plus tôt. Elliot a appuyé sa main sur mon épaule sous la table. « Ce n'est pas ta faute », a-t-il murmuré. Derrière nous, une tante que je connaissais à peine a murmuré à son mari, « Ryder a de l'argent, mais pas d'âme. » Je ne me suis pas retourné. J'ai fixé mes yeux sur la bougie et j'ai regardé la flamme trembler. Sur le chemin du retour des toilettes, j'ai croisé Avery, qui était légèrement tourné dos à la pièce, parlant à une amie de sa résidence. Sa voix était étouffée et rauque. « Si Ryder n'avait pas payé, a-t-elle dit, je me serais effondré il y a longtemps, mais ils ne le diront jamais à voix haute. » La vérité était assise entre nous comme une troisième personne. Elle m'a vu tressaillir et a baissé les yeux. J'ai hoché la tête et j'ai continué à marcher. Je voulais lui dire que je comprenais. Je voulais lui dire que comprendre ne rendait pas le fardeau plus léger. De retour à table, mon téléphone a vibré. Un collègue m'avait identifié dans une histoire. Je l'ai ouverte et j'ai vu la table centrale illuminée. La légende disait, la famille du docteur est la star ce soir. La caméra a balayé des visages que je connaissais depuis l'enfance et s'est coupée juste avant d'atteindre le mien. Je l'ai regardé 2 fois. La deuxième fois a fait plus mal. Une bannière d'email est apparue en haut de mon écran, provenant du restaurant, facture mise à jour. Je l'ai ouverte sans réfléchir. Le total me regardait, ma carte enregistrée, mon nom dans la ligne qui comptait. J'ai fait défiler jusqu'à la section des notes. « Merci d'avoir organisé cette célébration », disait-elle. « Félicitations au docteur. » C'est pour eux Avery. Les rires de mes parents flottaient à travers la pièce alors qu'ils racontaient à un cousin qu'ils avaient organisé cette soirée pour notre Avery qui nous rend fiers. J'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Pas un déclic, mais un verrouillage ferme. J'ai levé mon verre et l'ai doucement fait teinter avec ma cuillère. La salle ne s'est pas tue tout de suite. Puis elle l'a fait. Les voix tombant comme des pièces dans un puits. Colin m'a regardé. Le professeur Holt a croisé ses mains. Elliot regardait mon visage comme on regarde un ami au bord d'une falaise. Je me suis levé, les épaules carrées, le murmure s'amincissant en un silence. Je pouvais sentir le jazz s'estomper derrière moi, la lumière des bougies s'accumuler à la base du verre, la porte de la cuisine s'ouvrant et se refermant dans un rythme que je connaissais depuis toujours. J'ai rempli mes poumons et j'ai tenu la pièce dans l'espace d'une respiration, prêt à arrêter de prétendre que je n'étais pas là. La pièce est devenue immobile lorsque ma cuillère a touché le bord de mon verre. J'ai senti la chaleur dans ma gorge et je l'ai laissé se stabiliser en mots. Si je ne suis que le portefeuille, ai-je dit, ma voix tremblant les premières syllabes avant de trouver un ancrage. Alors qui a payé les factures, les frais de scolarité, l'hôpital? Pendant un instant, personne n'a bougé. Le jazz a bégayé et s'est tu. Quelqu'un a posé une fourchette,
et cela a sonné comme un marteau de juge. J'ai continué parce que j'avais porté ce grand livre dans ma tête pendant 10 ans. J'ai payé l'électricité quand les lumières clignotaient. J'ai couvert les frais de retard quand les avis arrivaient en rouge. J'ai garanti des prêts dont on m'avait dit qu'ils seraient temporaires, des prêts qui, d'une manière ou d'une autre, ne m'ont jamais lâché. Chaque mois, j'envoyais de l'argent à la maison pour que quelqu'un d'autre puisse respirer. Des murmures ont bruissé autour de la table, une ondulation de tissu dans une pièce trop chaude. Le visage de papa a pris la couleur d'un voyant d'avertissement. Enfant ingrat, a-t-il dit plus fort qu'il n'était nécessaire. Nous aurions souhaité ne jamais avoir donné naissance à un fils aussi irrespectueux. La phrase a frappé comme une porte claquant dans une maison silencieuse. J'ai fixé la bougie et j'ai regardé la flamme se plier et se redresser. J'ai avalé, senti le goût du cuivre, et j'ai balayé du regard les visages qui m'avaient vu passer d'un enfant avec une médaille à un homme qui payait le gâteau et n'obtenait toujours pas une part. Si tel est votre souhait, ai-je dit, et ma voix m'a surpris par son calme, alors considérez que je n'ai jamais existé. Des chaises ont grincé. Les lèvres d'un cousin se sont entr'ouvertes. Les yeux de Colline sont devenus féroces d'une sorte de colère protectrice que je n'avais jamais ressentie de la part de mon sang. J'ai posé mon verre, sa base faisant un bruit sec sur le cristal. Je suis parti. Le parquet donnait un rythme à mes pas. J'ai traversé l'anneau de lumière, passé le maître d'hôtel et poussé la porte à poignée de laiton pour entrer dans le couloir où il y avait une odeur de nettoyant aux agrumes et d'air froid. Ryder, a appelé Elliot en me rattrapant, mais j'ai levé une main sans me retourner. Laisse-moi y aller seul. Il a ralenti, et dans cette pause j'ai ressenti le tranchant net de quelque chose qui se terminait. Les lumières du hall ont aplati le soir en une image de film. Dehors, le lobe bourdonnait et clignotait. Un texto a flashé avant que la porte ne se referme derrière moi. C'était d'Avry, je suis désolé. Je sais ce que tu as fait. J'avais peur de le dire. Je suis resté sous le vent pendant que le voiturier sifflait un taxi, et j'ai regardé le message jusqu'à ce que l'écran devienne flou. Je n'ai rien tapé en retour. Dans le taxi, la ville défilait en traits humides, des reflets rouges et blancs s'étalant sur le pare-brise. Mon téléphone a vibré comme un insecte piégé. Des appels manqués venaient de maman, papa, tante Jeannette, et d'un collègue qui ne savait que faire du silence que j'avais laissé à cette table. Le chauffeur m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur comme s'il pouvait sentir le bruit dans ma poche. J'ai laissé sonner. J'ai tout laissé sonner. Quand j'ai atteint mon immeuble, la rivière renvoyait les lumières de la ville en pièces de monnaie déchirées. J'ai monté les escaliers pour éviter le bavardage de l'ascenseur, j'ai déverrouillé ma porte et je suis entré dans l'obscurité. Je n'ai pas allumé les lumières. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et j'ai fait face à la fenêtre, la ville respirant en dessous. L'écran s'est de nouveau illuminé, insistant. Quand je l'ai finalement pris, le numéro sur l'écran de verrouillage me fixait, 36 appels manqués. Je les ai comptés parce que compter est ce que je fais quand j'ai besoin que le monde prenne une forme. 36 tentatives pour me ramener dans l'ancien rôle en l'espace d'une heure. 36 fois j'ai choisi de rester absent. Un courriel a tinté et est apparu. Net, poli, merci pour votre paiement. Félicitations au docteur Avry. J'ai ri une fois, un son sans humour qui a craqué à la fin. Même le reçu avait appris le script de la famille. J'ai éteint le téléphone, et l'appartement est devenu complètement silencieux. J'ai retiré mes chaussures et me suis dirigé vers la fenêtre. La rivière était une couture noire cousue à travers la poitrine de la ville. Quelque part dans le restaurant, une bougie s'est éteinte. J'ai appuyé mon front contre la vitre et je l'ai dit à haute voix à la rue, « Allô, à toute partie de moi qui avait encore besoin de permission, ce soir, je suis libre, même si cela me coûte. » Je suis resté là jusqu'à ce que mon souffle cesse d'embuer la fenêtre. Puis j'ai traversé la pièce, j'ai fermé la porte du couloir à double tour, et j'ai laissé le silence m'envahir. Le matin arriva comme un coup. Je ne voulais pas répondre. J'ai rallumé le téléphone car le travail aurait besoin de moi, et les messages ont afflué comme si un barrage s'était fissuré quelque part avant l'aube. Papa, tu nous as embarrassés devant tout le monde. Maman, la famille passe avant tout, à moins que tu ne décides d'être au-dessus d'elle. Le commentaire du cousin déguisé en préoccupation. Avry, s'il te plaît, ne me déteste pas. L'écran pulsait de jugement et de supplication, alternant les bandes. J'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai essayé de respirer. Au bureau,
le monde retrouvait son sens. Les chiffres s'alignaient. Les plans avaient des résultats. Colline entra dans ma porte sans frapper et s'appuya sur le cadre. « Tu as dit la vérité, dit-elle. Je suis fier de toi. » Les mots se sont posés doucement là où les autres avaient blessé. Plus tard, un courriel du professeur Holt me trouva entre deux réunions. « Ta voix est claire. Garde-la ainsi. » C'était comme recevoir de l'eau pure après des jours de sel. En soirée, le ciel sur la rivière avait la couleur d'une vieille échymose. Je réchauffais des nouilles restantes quand l'interphone a sonné. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai entendu la voix de ma mère, trop composée pour être désinvolte. « Nous sommes là. Laissez-nous monter. » L'ascenseur a mis une éternité puis pas assez longtemps. Quand on a frappé, c'était un rythme rapide et entraîné que je n'avais pas entendu à ma porte depuis des années. Maman était devant, tante Janet à ses côtés, papa un pas en arrière, la mâchoire serrée. Ils n'ont pas demandé à entrer, ils ont supposé. Je les ai rencontrés sur le pas de la porte et je n'ai pas bougé. « Nous devons parler », a dit maman. « Le programme d'Avry a des coûts. C'est ta responsabilité en tant que fils d'aider ta sœur. » Le mot responsabilité planait là comme une corde tendue. Ma responsabilité a pris fin, ai-je dit, quand vous m'avez dit que je ne méritais pas d'exister. L'air s'est raréfié. Les yeux de tante Janet sont tombés sur le tapis du couloir. Le regard de papa a brûlé au-delà de moi dans l'appartement comme s'il pouvait évaluer la superficie et la transformer en dette morale. Le nom d'Avry a éclairé mon téléphone sur la console avant que quiconque ne réponde. Elle appelait en vidéo. J'ai tenu l'écran, et son visage l'a rempli. Yeux rouges. Couloir d'hôpital derrière elle, lumière fluorescente aplatissant tout. Je savais, dit-elle, la voix brisée. Je savais que tu portais tout. J'aurais dû dire quelque chose. J'avais peur que si je sortais de la lumière, je perdrais tout ce pour quoi j'avais travaillé. Sa confession n'a rien absous. Elle n'a fait que rendre la forme de la machine plus claire. Papa a parlé au-dessus de l'appel, ferme, fatigué de la prétention. Nous avions besoin de quelqu'un pour gérer les finances, et tu étais né pour ça. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Ne sois pas dramatique. La phrase était une clé tournant dans une serrure que j'avais agitée toute ma vie. J'ai posé le téléphone, laissé l'image d'Avry planer face visible sur la table, et j'ai cherché le classeur que j'avais glissé sur l'étagère près de la porte. J'avais imprimé le fichier grand livre, famille la semaine où j'avais été accepté au programme de maîtrise en administration des affaires. Peut-être parce qu'une chose sur papier est plus difficile à nier. Je l'ai ouvert à la première page et je l'ai tendu à maman. Voici 10 ans, ai-je dit. Le loyer quand vous étiez à court, les médicaments quand l'assurance vous combattait, les factures de gaz en hiver, les frais de retard, 2 séries de prêts étudiants que j'ai garantis et dont on m'avait dit qu'ils seraient temporaires. Vous n'avez pas à me remercier, mais vous ne pouvez pas faire comme si cela n'était pas arrivé. Ils ont tourné les pages en silence. Le couloir bourdonnait des dîners et des télévisions d'autres personnes. Finalement, maman m'a rendu le classeur comme s'il était contaminé. C'est ce que fait un fils aîné, a-t-elle dit, d'une voix sèche et froide. Ce n'est pas une faveur, c'est un devoir. J'ai senti la colère monter et passer comme une fièvre qui tombe. Non, ai-je dit, c'était de l'amour. Et vous n'avez cessé d'appeler ça un devoir pour ne pas avoir à m'aimer en retour. Désormais, vous vous débrouillerez sans moi. Je ne suis plus le portefeuille de la famille. La bouche de tante Janet a tremblé comme si elle allait parler, mais elle ne l'a pas fait. Papa a redressé ses épaules, la vieille posture d'autorité finale, mais il n'y avait plus rien à commander. L'ascenseur a sonné au bout du couloir. Quelque part, un chien a aboyé 2 fois et s'est tu. Maman a commencé à dire mon nom comme elle le faisait quand j'avais 8 ans et que j'étais en retard pour le dîner. J'ai hoché la tête une fois, non pas vers elle, mais vers le passé. J'espère que vous trouverez un moyen, ai-je dit. J'espère qu'Avry trouvera son propre équilibre et sa propre voie. Mais j'en ai fini. J'ai doucement poussé la porte vers l'intérieur jusqu'à ce que le cadre touche leurs chaussures. Prenez soin de vous. J'ai fermé la porte. Le loquet a claqué, petit et décisif. Un instant, je suis resté, la paume à plat sur le bois, sentant la vibration du couloir de l'autre côté. Des coups ont retenti sur la porte, rapides et successifs.
L'ancienne liste de noms est revenue à travers la barrière, égoïste, ingrat, dramatique, comme des fantômes qui n'avaient pas appris qu'il n'y avait plus de maison à hanter. J'ai glissé jusqu'à m'asseoir, le dos tourné au monde que je venais de sceller. Les larmes sont venues sans chaleur, non pas de la colère, mais une évacuation. Je les ai laissées couler. Mon souffle est redevenu lent. Les coups ont diminué, puis se sont estompés, puis se sont éloignés dans le couloir, leur voix se dissolvant dans les câbles de l'ascenseur et le bourdonnement de l'immeuble. Dans le silence, je pouvais entendre la rivière, basse et constante, le pouls de la ville qui ne se souciait pas de nos scénarios familiaux. Je me suis levé, j'ai essuyé mon visage avec la manche de mon sweatshirt, et j'ai regardé autour de la petite pièce qui m'avait abrité pendant les nuits tardives et les matins tôt. L'écharpe sous le vase dans l'ancienne photo a traversé mon esprit puis a dérivé pour de bon. J'ai éteint mon téléphone une fois de plus et l'ai posé sur la table à côté du classeur fermé. Je n'avais plus rien à prouver. La porte derrière moi n'était que du bois, de la peinture et des gonds, mais elle ressemblait à une ligne tracée dans le béton frais. De mon côté, de l'air, de mon côté, assez d'espace pour vivre. Après avoir fermé la porte à mes parents cette nuit-là, je me suis plongé dans le travail. J'arrivais tôt, restais tard, me portais volontaire pour des projets qui effrayaient les autres. Mon esprit était brut de la confrontation, mais j'ai versé chaque arrêt de vivre dans les présentations stratégiques et les négociations. En quelques mois, je dirigeais un projet multinational qui était sur le point de s'effondrer. Colin me présentait lors des réunions comme si j'étais déjà un associé. Mes collègues ont commencé à me regarder différemment, non pas comme l'analyste silencieux qui restait tard, mais comme quelqu'un qui apportait de l'élan dans la pièce. Un matin, alors que le premier soleil touchait le LOP, j'ai ouvert un courriel du professeur Holt. Elle avait entendu parler de l'accord que j'avais mené à bon port. Ces mots étaient simples, tu es la preuve vivante que l'intelligence et la ténacité n'ont pas besoin de permission extérieure pour compter. Je l'ai lu 3 fois, chaque ligne s'enfonçant en moi comme une main me soutenant le dos. Je me suis assis à mon bureau cet après-midi-là, les mains tremblantes sur le clavier, et j'ai écrit ce que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Sur LinkedIn, sous un profil anonyme, j'ai décrit ce que cela signifiait d'être l'enfant invisible, d'être le portefeuille d'une famille qui n'avait jamais dit merci, d'entendre qu'on ne valait pas l'espace que l'on occupait le soir de sa propre remise de diplôme. Je ne les ai pas nommés. Je n'en avais pas besoin. J'ai terminé par une ligne qui venait de la moelle de mes os, le silence et le succès sont la plus douce des vengeances. J'ai cliqué sur publier et j'ai fermé l'ordinateur portable, convaincu que rien n'en sortirait. En soirée, les chiffres étaient devenus fous. Des milliers de partages, des centaines de commentaires. Des inconnus confessaient leurs propres cicatrices. J'étais aussi l'invisible. Tu as mis des mots sur ce que j'ai porté pendant des années. J'ai fait défiler jusqu'à ce que mes yeux se brouillent, réalisant que je n'étais pas une île. J'étais une partie d'un archipel d'enfants qui avaient été ignorés, sous-estimés, effacés. Pour la première fois, leurs voix se sont enroulées autour de la mienne. La semaine suivante, Colin est entré dans mon bureau, un sourire féroce aux lèvres. Tu vas parler à la conférence sur la résilience et les affaires. Ils veulent ton histoire. J'ai figé, le souffle bloqué dans ma poitrine. Sur scène, sous une verrière de lumière, j'ai dit la vérité sans nommer de nom. J'ai parlé de résilience, de porter un poids que personne d'autre ne reconnaissait, de trouver la liberté quand on cesse d'attendre la permission d'exister. Les applaudissements se sont élevés comme une vague et m'ont submergé. Je suis sorti de scène plus léger que je ne l'avais été depuis des années. J'ai déménagé dans un nouvel appartement cet automne, un penthouse, des baies vitrées du sol au plafond avec le lac Michigan s'étendant à l'infini devant ma fenêtre. La première nuit, Elliot et Colin se sont tenus avec moi sur le balcon. Nous avons levé des verres de champagne bon marché, riant de l'absurdité de la vue. Famille, a dit Elliot, en faisant teinter son verre contre le mien. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Ce n'était pas le sang. C'était mieux. La nouvelle de mon succès s'est rapidement répandue. De vieux voisins ont murmuré à mes parents. Des cousins ont transmis des articles. Les courriels ont commencé à arriver. Au début, ils m'ont grondé, tu nous as abandonnés. Tu ne penses qu'à toi. Puis ils sont passés aux supplications. Avery a besoin d'aide. Ne lui tourne pas le dos. Je les ai lus en silence. Ma réponse aussi ferme que la pierre, rien du tout. Tard un soir, le nom d'Avery a illuminé mon écran.
Son message était une confession mêlée de regrets, je suis désolé. Je savais tout ce que tu portais. Je n'étais juste pas assez courageuse pour le dire. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'ai laissé le téléphone reposer dans ma paume, puis je l'ai posé face contre terre. Certains mots ne peuvent pas réparer ce que des années ont sculpté. Je me suis tenu à la fenêtre, Chicago brillant sous moi, le lac respirant son rythme sombre. Maintenant je vis pour moi-même, ai-je murmuré à la vitre. Et rien ne peut me ramener en arrière. La ville a répondu par le silence, et pour une fois, le silence ressemblait à de l'amour. En été, j'ai décidé d'organiser un dîner dans mon Penthouse. Pas de plan de table formel, pas de parents en compétition pour le centre, juste des boîtes à pizza sur le comptoir en marbre, des bouteilles de vin saillants sur la table, et les personnes qui m'avaient choisi. Elliot était étendu sur le canapé, racontant des histoires de nos jours au club de mathématiques du lycée. Colin s'était appuyé sur sa chaise, les yeux plissés de rire. Le professeur Holt a levé son verre, sa voix stable. Ryder, tu as redéfini ce que signifie la résilience dans cette industrie. Mon visage brûlait d'une humilité que je n'avais jamais connue à la maison. Je me suis levé et j'ai laissé les mots venir. Une fois, ma propre famille m'a dit que je ne méritais pas d'exister. Mais j'ai appris que la valeur n'est pas définie par le sang ou les vieux scripts. La vraie famille, ce sont les gens qui choisissent de se tenir à vos côtés. Non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Les applaudissements ont rempli la pièce, non pas la politesse forcée d'une salle de banquet, mais le rythme chaleureux de cœurs sincères. Elliot a traversé l'espace et m'a serré si fort que j'ai failli rire. Tu le mérites, mec. Chaque parcelle. Au milieu de la nuit, mon téléphone s'est illuminé sur le comptoir. 5 appels manqués de maman empilés l'un après l'autre. Je l'ai retourné face contre terre et j'ai souri. Aucune hésitation, aucune attraction. La conversation à table a continué sans accroc. Plus tard, alors que les rires résonnaient encore dans la pièce, j'ai vérifié mes courriels et j'ai trouvé un message de tante Janet. Ces mots étaient doux mais certains, tu mérites la joie. Ne les laisse pas te ramener en arrière. Je suis fier de toi. Des larmes ont coulé avant que je ne puisse les arrêter. Peut-être que la lignée sanguine n'était pas entièrement poison. Peut-être qu'un seul fil de grâce pouvait encore s'y tisser. Sur Instagram, la publication anonyme avait déclenché un mouvement. Invisible. Plus jamais s'est répandu sur les flux et dans les villes. Des messages affluaient de personnes que je n'avais jamais rencontrées, des remerciements, des confessions, des promesses de briser leur propre chaîne. J'ai réalisé que mon histoire m'avait dépassé. Elle appartenait à quiconque avait été rabaissé et avait osé se tenir droit. Enfin, quand le dernier invité est parti et que la porte a claqué, je me suis dirigé vers la fenêtre. La ville flamboyait de lumière, les rues animées. La rivière coupait l'argent entre les tours. J'ai ouvert mon journal une dernière fois. Ryder Blaze, homme libre, entamant un nouveau chapitre. Je l'ai fermé, j'ai placé le grand livre, famille dans un tiroir et j'ai tourné la clé. Le passé était réglé. La dette était payée. Je me suis appuyé sur la vitre, regardant la ville respirer. Si on t'a déjà dit que tu ne comptais pas, ai-je murmuré, souviens-toi, tu comptes. Lâche les chaînes. Construis la famille que tu choisis. La liberté t'attend, et personne ne peut te l'enlever. La pièce était silencieuse, mais les lumières de Chicago scintillaient en retour, brillantes et infinies comme pour acquiescer.